Et je suis très contente aujourd'hui de parler devant vous d'un travail qui pour moi date déjà, donc un travail sur la tendenza, sur les architectes italiens. Je commencerai d'ailleurs par là, c'est-à-dire par la fin, c'est-à-dire le champ architectural en Italie. Et j'essaie de poser sur la table certains éléments de discussion qui seront repris après par Alexandra Pignol. Donc je n'ai que des hypothèses de travail dans le sens où j'ai travaillé sur la relecture des textes italiens, des architectes italiens des années 60 au cours des années 1990-2000 en venant en France. Donc c'était très intéressant pour moi de m'apercevoir de grandes différences culturelles au niveau de l'approche de projet, approche intellectuelle de projet, au niveau des méthodes de travail et très souvent, on parle de cette filiation Italie-France ou cette ce lien très fort entre la typologie italienne, la morphologie italienne et les études typomorpho françaises. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon positionnement en tant qu'architecte à la fois professionnelle et enseignante-chercheur, que j'avançais dans mes lectures, je m'apercevais que au fond il y avait une forme de mésentente culturelle entre la France et l'Italie, et donc c'est par là que je veux commencer, c'est-à-dire par la formation d'une personnalité ou d'un positionnement personnel en Italie en tant qu'architecte au cours des années 60 et les références culturelles qu'on peut avoir, les liens culturels, ce qui nourrit la culture italienne au cours des années 60 et faire ce lien avec la culture allemande qui pour moi a été très forte pour revenir après aux mésententes culturelles ou aux liens avec la culture française. Donc dans ce travail sur la tendenza italienne que j'ai élargi dans cette anthologie à une trentaine d'années, même si la tendenza telle qu'on l'entend, ce sont 2 ou 3 personnes réunies autour de la figure d'Aldo Rossi et des textes qui ont été publiés au cours des années 60, de 63 à 73. Au fond, la lecture que j'ai faite ne s'appuie pas sur les architectures mêmes. Il y a une tension très forte, très intéressante, bien sûr, entre la forme produite, l'objectivité architecturale et les textes qui viennent en appui. Au fond, ce n'est pas le même travail. En tant qu'architecte, je pense, et enseignante, je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler d'un côté la théorie, d'un côté les textes fondateurs et les liens subtils interculturels qui s'établissent entre ces textes fondateurs d'une démarche pédagogique et aussi d'une démarche de projet et après d'un positionnement professionnelles et les architectures mêmes, elles sont autre chose, sont quelque chose qui est, si on se réfère à Barthes et à la trilogie de Barthes, la forme construite, c'est l'approche à la sociologie de la mode. En fait, il y a une différence à faire entre ces mondes des objets construits, des objets pensés et des objets vécus. Donc, pour ma part, j'ai travaillé sur les textes des années 60 italiens. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me positionner, de comprendre en venant en France cette difficulté que j'ai eue à comprendre Jean-Luc Cohen, par exemple, qui a suivi mon travail de thèse inspiré de les pères fondateurs italiens, c'est-à-dire Aldo Rossi, Grassi, Aimonino, mais au fond,
le milieu français, les personnes avec qui je travaillais en France avaient une image de l'Italie très différente de celle que j'avais vécue moi-même à Venise, au contact avec Aldo Rossi, avec ces penseurs de la tendenza. Alors, au fond, dans cet enseignement à Venise et dans ces textes que j'ai relus des années 60, on trouve un lien vraiment très fort avec la modernité allemande. La modernité allemande est très présente dans la pensée architecturale italienne autour de la figure d'Aldo Rossi, mais pas seulement. Je ne cite aujourd'hui que Rossi, principalement Rossi, mais au fond, il faut penser à ce socle commun que plusieurs architectes ont eu autour, par exemple, de la revue Casabella de Rogers ou autour de l'enseignement à l'école polytechnique, al Politecnico di Milano, autour de l'IUAV de Venise. Donc c'est vraiment des mondes. On peut pas le. Donc aujourd'hui, je cristallise ce monde autour de la figure d'Aldo Rossi et de l'autre côté, l'autre grand monde, la modernité allemande et ses figures comme Simmel qui ont joué un rôle pour moi très important pour ces architectes italiens, donc représentent vraiment une pluralité de positionnements qui dialoguent, qui s'entrechoquent et qui créent des positionnements très intéressants. Alors, au fond, le travail sur Rossi m'a amené à comprendre, mais là ce n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas pu vraiment continuer à travailler là-dessus et approfondir ces questions. L'hypothèse est que la pensée zimmelienne et la pensée sur qu'on a évoqué tout à l'heure, que Florence a évoqué tout à l'heure, relative au mouvement, relative à la forme, relative à cette perception de l'esprit, du sens profond des choses, du sens caché, on le retrouve vraiment, donc c'est un lien indirect, mais il est présent dans la culture italienne architecturale et en particulier dans ce que Rossi exprime dans cette relation architecture-ville, dans cette forme de pensée, approche qui va de l'élément singulier, de la perception et de la lecture de l'élément singulier, qui ne peut pas se faire sans ce lien subtil avec le tout, ce lien subtil avec le mouvement. Le mouvement signifie aussi temps, signifie la relation au passé, la relation au futur. Donc comment le livre de Rossi, le plus important, l'architecture de la ville, et il véhicule ce positionnement propre à la modernité allemande, propre à cette lecture que les Allemands avaient fait bien avant les Italiens sur la relation ville-architecture ou architecture-ville, et à travers une pensée sur la Großstadt qui inclut aussi une pensée sociologique, une pensée philosophique. Les lectures de Rossi et de Grassi sur la Großstadt sont fortement liées au positionnement de Stüben et Eberstadt, de ces économistes, sociologues ou urbanistes qui après sont réinterprétés par les architectes des années 10-20 comme Hilbersheim, Taut ou Tessenhoff, cette figure très très présente dans les débats des Italiens des années 60 entre Rossi et Grassi. Donc le lien se fait à travers justement ce positionnement sur la relation entre l'objet
et les éléments qui l'entourent. Donc on peut parler, à l'époque les Italiens ne parlaient pas vraiment des paysages, mais de architecture de la ville. Le mot, cette expression de Rossi, qui a eu beaucoup de fortune, qui est devenu vraiment un manifeste traduit en plusieurs langues, traduit cette idée de percevoir la ville comme un paysage, un tout, un mouvement. Mais pas seulement. Il y a chez les Italiens aussi cette volonté de penser le type, de penser et là c'est Grassi essentiellement qui est concentré sur cette relation à la norme, au type comme norme, type et modèle architectural comme élément fondateur d'un positionnement et d'une vision qui soit à la fois transversale, partagée de l'architecture, mais aussi une vision qui inclut l'idée d'individu et son positionnement dans la société. Alors pas une position sociologique en soi, une position plus de l'individu comme être, comme élément d'un tout, et qui alors cette définition de vision me paraissait très intéressant, c'est-à-dire l'action, donc un individu qui est à la fois moteur, qui agit et qui est agi et qui est capable de percevoir et se représenter en esprit. Et c'est cette tension entre l'extériorité et l'intériorité qui pour moi est très intéressante et est évidente dans les dessins par exemple de Scolari, l'un de ses collègues de Venise qui ont participé au grand débat des années 60 sur la redéfinition justement de l'architecture, son expression, la constitution d'un positionnement disciplinaire qui est très très important, c'est-à-dire ce sont des années où on réfléchit à comment l'architecture devient discipline ou se transforme d'une certaine discipline à une autre forme de discipline dans le milieu universitaire, et l'exposition de 1973 à Milan, la Triennale di Milano, est très importante à ce sujet parce que au fond ce groupe d'architectes, alors non pas seulement italiens, on parle de tendenza internationale à ce moment, et manifeste cette vision d'architecture qui inclut l'individu, qui inclut un positionnement aussi politique, c'est-à-dire dans l'après-guerre en Italie. Et ce film de Francesco Rosi le montre très bien, comment Naples se fait, la périphérie de Naples se construit avec cette connivence entre l'État, l'armée, l'Église, connivence et en même temps au nom d'un libéralisme qui contraste avec ce positionnement disciplinaire qu'on veut. Ces architectes ont une couleur politique bien précise, ce sont néo-marxistes pour la plupart. Et au fond, comment trouver cette force de construire ensemble une discipline, mais d'émerger en tant qu'individu? Comment avoir aussi en même temps un positionnement politique? Ce sont des éléments qui ont été cités par Florence tout à l'heure et qui sont propres de ce positionnement allemand sur la Großstadt, sur cette modernité
qui occupe les esprits de la fin du 19e siècle. Tu reviendras là-dessus, Alexandra. Et au fond, ce sont 2 ou 3 notions qui pour moi ont été vraiment très importantes et qui ont montré ce lien très fort avec la pensée allemande. Le terme analogie, la notion d'analogie, très utilisée par Rossi dans son enseignement, aussi dans sa pratique professionnelle. Analogie, donc ce raisonnement par lequel l'esprit humain déduit une similitude observée entre plusieurs objets, alors d'une similitude observée, une similitude inobservée et invérifiable. Donc c'est cette tension toujours entre la chose apparente, la forme telle qu'elle est là, produite par l'architecte ou la société, la forme elle-même, et d'un autre côté l'invisible, ce qui est lié plutôt à un esprit de la chose, un esprit du lieu. Et cette tension est très intéressante et ce qui nous reconduit à Simmel et à ce qui a été dit précédemment, en partie, à l'un des aspects de la pensée de Simmel. Donc cette recherche de sens, cette tension que Rossi met en avant très bien dans son livre à travers la référence à la Venise analogue de Canaletto. Et là on voit très bien comment se joue cette tension entre les choses réelles qui ne le sont pas, parce qu'au fond, Palladio, qui est repris par Canaletto à travers la Basilica di Vicenza, il Ponte di Rialto, Palazzo Chiericati, ne sont pas des véritables objets construits dans Venise. Ce sont soit des projets comme pour le pont de Rialto ou alors des réelles constructions à Vicenza, non pas à Venise. Mais quand on est devant cette image, c'est Venise. On se sent à Venise. Et ce qui fait que... donc, qu'est-ce qui fait que on reconnaît Venise tout de suite? Ce sont ces tensions subtiles entre le sens de cet espace public qui accueille l'eau, qui accueille les pratiques autour de l'eau, cette relation, cette tension entre les éléments qui, au fond, mettent en jeu la signification d'un lieu qui est une signification suggérée qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre moment, d'un autre temps et qui aussi se projette vers un futur autre que celui du véritable Ponte di Rialto et lieu de Rialto à Venise. Donc c'est cette subtilité de lecture et d'approche de la pensée architecturale que j'ai aimé souligner chez Rossi à travers la notion de locus, type, à travers ces dessins qui renvoient à ce sens caché des choses. Et finalement aussi la différence qui peut apparaître dans le travail de Rossi et après tout le travail sur la culture allemande de Grassi et ces autres architectes qui mettent plus en valeur, et je termine là, qui mettent plus en valeur la règle, la définition des relations entre les choses, mais telles qu'elles doivent être aussi quantifiées, mesurées. Donc une autre lecture de la Großstadt allemande, de la modernité allemande, mais qui permet le dialogue entre ces architectes italiens dans la redéfinition disciplinaire. Et bien sûr l'importance de Hilbersheimer avec son message très fort sur la Großstadt allemande et après comment ces relectures de la culture allemande à travers Aimonino et la lecture vraiment morphologique de Vienne, Munich jusqu'à
un positionnement à Berlin dans les années 80 pour l'IBA. Donc tout un fil conducteur que je n'ai pas le temps de vraiment approfondir ici, mais qui nous amène à la grande différence que j'ai perçue et par laquelle j'ai démarré mon intervention, grande différence de lecture de Bernard Huet, qui lui va dans les années 70-80 en Italie, nous un lien très fort avec Rossi et au fond il invite Rossi à participer au débat français à travers Bernard Huet est rédacteur en chef d'Architecture d'aujourd'hui, il laisse une grande place aux Italiens, mais au fond il n'y a pas la même approche typomorphologique. En français on dit typomorphologique, mais tandis que les Italiens font bien la différence entre lecture typologique et lecture morphologique. Donc il y a quelque chose qui va pas. Une perte de lecture. Pour moi, le grand enseignement allemand que j'avais eu en tant qu'étudiante dans les années 80 à Venise et après dans la relecture des architectes, des textes des architectes italiens des années 60, je n'ai pu retrouver ce lien subtil avec la Großstadt, la modernité allemande. Pourquoi ? Alexandra, peut-être tu nous le diras. C'est une hypothèse pour moi, je l'ai pas approfondie, mais c'est vrai que c'est un grand questionnement. Mais reste là, moi je reste ici. Ah, tu restes là? Oui. Alors je vais vous décevoir, je n'ai pas la réponse. Pour faire le lien, puisque nous faisons une intervention toutes les deux, je voudrais d'abord commencer par dire que ce travail, que ces hypothèses qu'on est en train de formuler avec Christiana, c'est le point de départ d'une recherche qui va sans doute prendre plusieurs années dans cette torsion, dans cette oblitération, dans cet oubli d'une certaine modernité allemande dans la pensée architecturale française, mais pas seulement dans la pensée architecturale, sans doute aussi dans la pensée philosophique et littéraire et artistique de cette réception de la pensée de la Großstadt qui voit le jour bien entendu chez Simmel, mais qui voit le jour aussi dans une pensée Florence Rudolph a utilisé tout à l'heure le terme d'informel, je crois que le terme est très juste, dans une pensée qui ne se voulait pas dogmatique, pas doctrinale en Allemagne, et dont se sont saisis beaucoup d'expressionnistes allemands, notamment au travers de travaux graphiques, de schématisme, d'une œuvre littéraire que j'ai eu l'occasion d'investiguer, de rechercher au travers de ma propre thèse, donc de mon doctorat. Donc au fond, lorsque Christiana m'a proposé de travailler ensemble sur cette réception italienne et française de Simmel, je suis partie d'un désarroi, puisque je ne trouvais pas la bonne accroche, et si je trouvais effectivement dans certains textes philosophiques, dont le texte de Ricoeur que M. Vattier a convoqué tout à l'heure, quelques éléments qui étaient extrêmement pertinents, je n'avais pas le droit, enfin pas tout à fait le droit de prendre ma casquette philosophique aujourd'hui, enfin pas uniquement, donc j'ai petit à petit effeuillé énormément de littérature au sens très large du terme, tant philosophique que dans le champ de l'histoire de l'art, que dans le champ de la sociologie. Effectivement, je me suis beaucoup documentée, tout en sachant que je ne pouvais pas non plus parler de sociologie, ou pas complètement. Donc j'étais au départ vraiment dans une impasse. Et c'est souvent de l'impasse que surgit ensuite, sinon la solution, parce que je ne crois pas tellement dans des solutions, mais en tout cas le bon questionnement. Je me suis rendu compte que, puisqu'il y avait une absence dans cette pensée, dans cette réception française de la pensée simmelienne, il allait falloir que je contextualise un petit peu plus large. Et puis j'ai eu ça fait quelques semaines là que je fais des cauchemars
récurrent par rapport à cette oblitération de Simmel en France, et je me suis dit qu'en fait il fallait que je reparte d'un champ beaucoup plus vaste, qui a été peut-être aussi le point de départ de mon engagement dans la recherche jadis quand j'ai démarré ma thèse, qui est celle d'une oblitération généralisée que je rencontre très fréquemment, quasiment tout le temps, lorsque je construis mes cours, lorsque j'ai construit cette intervention pour le colloque qui, comme je le rappelle, est vraiment le début de notre recherche commune, je crois, dans cette réception paradoxale en Europe entre l'Italie, la France et l'Allemagne, de Simmel, mais peut-être surtout de la modernité aussi. Je me suis souvenu de la difficulté à trouver des sources francophones par rapport à la modernité, par rapport à la Großstadt, dans le cadre de ma thèse. Et ça a été le point de départ de mes rêves doux de ce colloque, puisque je me suis rendu compte que ce désamour français, c'est un désamour évidemment politique, et c'est là que je vais formuler mes 3 hypothèses à mon tour. C'est un désamour sans doute politique et lié à une configuration historique un peu étrange, un peu atypique. Simmel qui va être titulaire d'une chaire de philosophie effectivement à Strasbourg, mais qui, rappelons-le ici, n'a jamais eu l'occasion d'enseigner à Strasbourg, puisque les locaux de l'université ont très vite été occupés pour des raisons de logistique de guerre, puisque la Première Guerre mondiale était en train de débuter. Simmel donc qui a été l'objet d'un désamour dont on ressent quelque part aussi l'absence, le caractère ténu dans cette exposition que Florence a évoquée tout à l'heure et que j'ai eu le plaisir et l'occasion de fréquenter avec notre directeur et des étudiants de l'ENA. Et c'est très étonnant puisque j'avais préparé vraiment toute une partie de la conférence, enfin de la discussion avec les étudiants de l'ENA à propos de Simmel. Mais je n'ai pas eu de questionnement à propos de Simmel, donc je me suis sentie un peu obligée à un moment donné entre Aby Warburg et de parler de Simmel, parce que je trouvais quand même qu'il fallait en parler. Mais il n'apparaît que vraiment en filigrane dans le catalogue de l'exposition, donc je rappelle le titre de l'exposition, Strasbourg, laboratoire d'Europe. Donc voilà. Des amours parce que Simmel est arrivé à Strasbourg au début de la Première Guerre mondiale et qu'il a très peu publié de son temps strasbourgeois, qu'il était malade et que dans cette espèce de complexité il y a eu quelque chose qui n'a peut-être pas pu voir le jour en France. Deuxième désamour qui est celui beaucoup plus général, et c'est par là que moi je suis entrée dans mon sujet, d'un désamour de la pensée moderne et moderniste architecturale allemande en France, hein, la pensée de l'architecture, la pensée du design, donc de toutes les échelles de cette modernité flamboyante allemande, elle n'arrive que très tardivement, très récemment en France. Hein. Et puis troisième étrangeté ou désamour, l'idée de l'approche transdisciplinaire qui est chère à Simmel, qui est chère aussi bien sûr à Walter Benjamin, etc. Cette transdisciplinarité n'est pas du tout perçue de la même manière en France et en Allemagne. Donc je suis partie de 3 hypothèses, 3 désamours au départ. Rassurez-vous, on va pouvoir peut-être recoller les morceaux, je ne sais pas, mais j'espère. Donc Simmel arrive à Strasbourg, il ne peut pas y enseigner. Il est titulaire d'une chaire de philosophie qui a généré une polémique très importante, ce qui fait qu'il n'est pas arrivé à Strasbourg en territoire conquis, loin de là, et il a été beaucoup perçu aussi par les populations, les chercheurs, toutes les personnalités qui faisaient la vie strasbourgeoise comme quelqu'un qui était intrus, qui était arrivé de Berlin, comme aussi beaucoup de personnalités culturelles, mais avec une importance politique à Strasbourg. Donc c'est évident que les personnes éminentes, les personnes importantes n'avaient pas envie de recevoir ou d'accueillir Simmel, qui habitait rue de l'Observatoire et qui avait donc vue sur ce splendide jardin de l'Observatoire. La réception de son œuvre est paradoxale en France, puisque les sociologues s'en sont emparés, mais pas du tout les philosophes. Une certaine littérature française s'en est emparée, mais très en filigrane. Et puis c'est surtout aussi, c'est quelque chose que moi j'ai appris au travers des textes expressionnistes allemands, mais aussi au travers de Walter Benjamin. La réception française commence d'abord par la traduction des textes dans la langue française. Or cette traduction a été extrêmement fragmentaire, chaotique,
triste, puisque les premiers essais de traduction de ce texte de Georg Simmel über soziale Differenzierung, qu'on a traduit au départ différenciation sociale, avaient été démarrés puis interrompus, pour des raisons polémiques, pour des raisons de désintéressement tout simplement. On a eu une première publication de textes qui se sont souvent d'ailleurs des recueils de textes que l'éditeur a jugé bon d'assembler comme ça dans un recueil qui témoignait de quelque chose mais qui restait extrêmement fragmentaire. Donc c'est une réception dans la traduction aussi qui est fragmentaire. Donc bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire des traductions, mais en tout cas l'une des traductions importantes des textes de Simmel s'est faite en 1912 chez Alcan. Mélange de philosophie relativiste, s'appelait le titre de l'ouvrage. Et puis cette espèce de très très grand vide pour arriver, on l'a évoqué à plusieurs reprises avec Florence, Rudolf, avec Monsieur Vattier, ce redémarrage de la réception de Simmel et donc forcément de la traduction des textes vers le français en 1981. Donc aux éditions, enfin en presse universitaire de France. Donc pas de traduction, donc forcément pas de bonne réception. Et puis cette approche de la ville sensible qu'on retrouve par exemple chez Richard Sennett, mais qu'on retrouve très peu finalement dans la littérature, dans la philosophie, dans la pensée architecturale française. Et puis enfin cette trouvaille que j'ai faite, cette rencontre que j'ai faite par une espèce de détour philosophique de Jean-Louis Cohen recevant Simmel, recevant la modernité allemande, la lisant dans le texte italien. Donc Jean-Louis Cohen a commencé à lire tous les textes, les grands textes sur la modernité, notamment les textes de Simmel en italien. C'est quelque chose qui est très 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 marquant et qui pour moi a été à peu près le déclic, en tout cas la volonté d'approfondir cette recherche beaucoup plus loin. Parce que je crois que la question de la réception de Simmel rejoint la question de la réception de la modernité allemande en général en France. Et cette réception a été quasiment inexistante. Je vais juste boire de l'eau parce que j'ai vraiment plus de voix. Voilà, pardon. Donc, Jean-Louis Cohen, dans sa conférence, enfin dans sa leçon inaugurale qui date du 21 mai 2014 au Collège de France, m'a donné l'une des clés que j'intuitionnais un petit peu parce que j'ai vraiment lu beaucoup de choses. J'ai lu toute la réception simmelienne depuis les années 80 et 90 et ce renouveau qu'on a évoqué au travers de Thouars et d'Amat, notamment dans ce questionnement de la phénoménologie simmelienne, des relations entre Wittgenstein et, enfin possibles ou pas possibles, entre Wittgenstein et Simmel, qui sont des publications très très récentes, m'ont permis de me dire que, au fond, la réception de la pensée moderniste allemande passe par l'Italie. Donc il faut faire un crochet par l'Italie, et puis un peu par Chicago aussi, en ce qui concerne Simmel, pour revenir en France. Les Français sont un peu spécialistes de cela, dans la réception et dans la traduction de textes qui sont souvent fondamentaux, mais qui arrivent beaucoup plus tard dans le débat français, parce que ces textes sont traduits tardivement. Donc Cohen lit Tafuri et découvre donc Adorno et Benjamin et Simmel en italien, et les lit avec beaucoup de plaisir, et émet cette hypothèse, donc c'est autour de la page 16 et 18 de cette conférence inaugurale, de cette leçon inaugurale au Collège de France. Il se rend compte qu'en France il y a une italophilie, une italophobie, et qui génère un débat extrêmement vigoureux, donc très très stimulant pour lui lorsqu'il est étudiant, et qu'il commence à s'approprier Rossi, qu'il commence à s'approprier la tendenza italienne au travers de ses lectures dans le texte italien, d'une pensée de la ville, de l'architecture de la ville, etc. Et puis cette italophilie qui va générer une cristallisation de la pensée italienne de la modernité, qui s'inspire de la Großstadt allemande, faut-il le rappeler, pour n'en retenir finalement que les choses qui étaient connivantes ou qui étaient pertinentes pour la France. Ça veut dire que, en gros, dans la réception française de la tendenza, et notamment d'Aldo Rossi et de Cacciari, on va gommer tout simplement toute la pensée de la Großstadt.
C'est très simple, c'est assez efficace, ça va très vite. C'est ce qui permet après de définir des choses comme la typomorphologie, qui permet de générer des synthèses qui en réalité sont des malentendus, des réinterprétations, des réappropriations. Mais évidemment toute traduction, disait Walter Benjamin, est une réappropriation et donc une trahison du texte, de la pensée initiale. Donc modernité et désamour de la modernité allemande en France, mais amour paradoxal par rapport à cette modernité italienne. Et Cohen poursuit, donc je ne vais pas vous refaire toute la conférence de Cohen, mais elle est extrêmement limpide et elle éclaire très bien cette espèce de paradoxe de cheminement ou de discipline qui se côtoient sans jamais exactement se toucher et qui s'entrelacent sans exactement savoir qu'elles sont en train de s'entrelacer. Cohen va poursuivre en disant que finalement la notion de la transdisciplinarité telle qu'elle est perçue en France, telle qu'elle va s'inventer en France, notamment dans les années 50. Il cite abondamment Le Corbusier, lecteur de Nietzsche et de Zarathustra. Alors je ne sais pas si Le Corbusier a lu Nietzsche dans le texte italien, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et puis ces lectures de Le Corbusier au travers de la poésie, au travers des textes de Valéry notamment, enfin de Paul Valéry, qui le stimule, qui génère une pensée qui se veut transdisciplinaire, qui se veut inspiré aussi de la littérature, mais qui n'a... ou alors ensuite il cite aussi Tony Garnier et ce travail de Tony Garnier à propos de l'œuvre de Zola. Et puis Cohen de nous dire, c'est très intéressant parce que cette transdisciplinarité française qui s'invente au travers de liens locaux, au travers d'affinités électives entre des... je reprends le terme de Goethe, entre des personnalités, des lectures, des choses qui peuvent sembler similaires mais qui se nouent à échelle locale, n'ont rien à voir avec l'échelle transdisciplinaire de l'Allemagne, qui quant à elle fait se côtoyer dans l'Académie der Künste prussienne à Berlin des personnalités aussi hétérogènes ou aussi différentes que Thomas Mann et Mies van der Rohe jusqu'en 1933. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Transdisciplinarité n'est pas du tout compris de la même manière en France et en Allemagne et en Italie. Donc la réception française de Simmel a certainement souffert de tout cela, de cette compréhension de la modernité avec je grossis et je caricature les traits évidemment pour aller un petit peu à l'essentiel, qui a oublié ou qui a voulu oublier cette modernité allemande, cette pensée de la Großstadt allemande, expressionniste, sociologique, philosophique, philologique aussi, tout en sachant qu'après dans les années 1950 les Français se mettent à relire Nietzsche et que quelque part par ce biais-là, on va pouvoir retrouver peut-être aussi certaines références à Simmel, mais très cachées, et plutôt dans des espèces d'allusions à des amours ou à des esquisses que Simmel aurait faites, mais qu'il n'aurait jamais réussi à aboutir, dans cette espèce de mélange ou de choses informelles qui n'est pas une pensée systématique, donc pas une pensée recevable. Et pour conclure, dans ce triple désamour par rapport à la modernité allemande, par rapport à la réception de Simmel au travers de son passage à Strasbourg, et enfin au travers de cette conception de la transdisciplinarité française, allemande et ou italienne, j'ai envie de dire que, au fond, si les Français n'ont pas aimé le Bauhaus, ils ne pouvaient pas aimer Simmel. Si les Français ont commencé à aimer la modernité en relisant dans les années 50, 60, 70, 80 la tendenza et Rossi, qui eux étaient très inspirés de toute la pensée moderniste allemande de l'architecture, il faut tout simplement accepter de prendre le temps. Et je crois que Christiana l'a évoqué tout à l'heure dans sa conférence, dans sa partie de conférence, que la notion de temporalité va être peut-être très importante. Je crois qu'il faut prendre ça au sens carrément, quasiment littéral. Peut-être que cette réception simmelienne en France va devoir prendre le temps et devoir se configurer dans une géographie qui n'est pas simplement binationale, pas simplement franco-allemande, mais qui pourra se cristalliser autour de questionnements plutôt européens, de la traduction, de la translation, des errements et peut-être des mésinterprétations réciproques, mais qui à mon avis génèrent quelque chose d'intéressant. Je finis juste quelque chose, puisque la réception de Simmel peut sembler décevante. Je voulais juste terminer sur quelque chose qui est peu connu. Il y a un homme
qui me trotte dans la tête depuis à peu près 5 ans et que à partir duquel ou avec lequel je harcèle mes étudiants à l'école d'architecture de Strasbourg, qui a réalisé non pas une architecture, non pas un hommage, non pas un monument, non pas une stèle funéraire ou funèbre pour Zimmel, mais qui a réalisé un pont. Ça tombe bien. Alors Siha Ahmadjani est peu connu ici à Strasbourg et pourtant il a plusieurs fois collaboré avec la ville de Strasbourg. Bon, il travaille aujourd'hui à Minneapolis, donc aux États-Unis, dans le Minnesota. Siha Ahmadjani a fait 2 très grands projets à Strasbourg, celui du pont, et il porte très opportunément le nom de passerelle Georg Simmel. Et il s'appuie, Siha Ahmadjani fabrique beaucoup de ponts dans le monde qui ne sont pas des architectures. Et je crois que il va falloir qu'on creuse cette question-là du refus architectural. Il dit que ce ne sont pas des architectures, ce sont des sculptures. Et ça ne peut pas être des architectures. Et de toute façon, Simmel ne peut pas être reçu dans sa pensée architecturale comme ça, dit-il, dans ce catalogue d'exposition que j'ai apporté à titre de pièce à conviction. Siha Ahmadjani donc réalise d'abord un gazebo à l'Elzo qui est tout à fait utilisé. Aujourd'hui, un gazebo, c'est un terme un peu savant pour dire un kiosque dans lequel il y a des barbecues et on peut aller manger et puis griller quelques côtelettes de manière tout à fait conviviale. Je rebondis sur la notion d'hospitalité que Florence avait convoquée tout à l'heure. Et il réalise, ça c'est à l'Elzo, c'est juste à côté de la prison de l'Elzo et c'est dans un quartier qui est considéré comme un quartier difficile à Strasbourg et pourtant ce gazebo a vraiment une fonction de lien social très très important. Alors Siha Ahmadjani l'a créé comme un phare qui devait, au sens littéral puisqu'il est illuminé le soir et la nuit, un phare qui doit pouvoir éclairer les corrélations entre les êtres humains. Et puis il réalise ce pont. Voilà. Et il réalise cette passerelle. Alors il l'appelle un pont dans ce texte qui est consacré au pont d'Ahmadjani qui a été réalisé, il y a une dizaine d'années à peu près pour faire un état des lieux des travaux sculpturaux, pseudo-architecturaux, mais pas architecturaux parce que Siha Ahmadjani le refuse. Cette passerelle Georg Simmel, alors bien sûr Siha Ahmadjani va convoquer Pont et Porte pour convoquer cette idée de relier des choses, de relier des endroits dans la ville. Alors où est-ce que ça relie des choses? Ça relie précisément, attendez, voilà, ça relie précisément le quartier, je suis désolée, je me lève. Donc un quartier très très mal desservi par les transports en commun. Et puis cette zone drôlement mieux desservie par les transports en commun et donc par les mobilités urbaines. Le quartier qui se trouve de l'autre côté du pont est un quartier résidentiel pour des classes moyennes plutôt, enfin moyennes et aisées. Le quartier qui se trouve ici est plutôt un caractère social, à grande difficulté sociale. Et la réception de cette passerelle Georg Simmel ne s'est pas faite sans conflit. Donc comme quoi, décidément, dès qu'on parle de Simmel, on entre dans des choses conflictuelles ou complexes. Donc ce pont ou cette passerelle Georg Simmel qui nous permet peut-être de poser ou de proposer cette hypothèse que si Simmel doit nous aider à penser l'architecture de la ville, doit nous aider à penser le visible et l'invisible et peut-être une phénoménologie de la ville, Simmel nous aidera certainement à penser l'hospitalité ou cette relation aux autres, avec les autres, que nous devons continuer à construire dans un contexte de recherche européen. Voilà, j'ai terminé, je crois que j'étais un tout petit peu trop longue, mais je me tais à présent. Il y a des questions, enfin bon, peut-être commencer. Alors, je vais. Oh, ouais. Donc, en vous écoutant, je repensais
Oui, madame. Mais en d'autres termes, En vous écoutant toutes les deux, je repensais à, alors notamment des acteurs, alors peut-être plus tardifs de la tendenza. Alors je pensais à c'est le couple Secchi et Vigano et à Massimo Cacciari, donc qui sont plutôt donc un peu plus tard, mais peut-être dans l'époque dont on a parlé tout à l'heure, donc ces années 80-90, qui semblent en même temps indéniablement s'inscrire dans l'enseignement de la tendenza, et en même temps des positionnements qui peuvent des fois surprendre, en tout cas vis-à-vis de certaines positions théoriques d'Aldo Rossi sur l'architecture de la ville. Aldo Rossi va défendre la forme de la ville, cette chose qui est vraiment un objet plastique qu'il compare quasiment à une œuvre d'art, alors que quand on lit peut-être Massimo Cacciari qui parle alors même de post-métropole, du mouvement, de cette chose qui va se déspatialiser quasiment et qui va être dans le sensible, comment en fait finalement ces philosophes et architectes des années 80 vont peut-être se séparer de certaines idées rossiennes liées à la matérialité prenante de la ville, en tout cas c'est à première vue ce qu'on pourrait observer, et en restant quand même, ou en conservant cette idée d'une ville imaginaire, d'une sensibilité qu'Aldo Rossi va développer, qu'il va aussi beaucoup développer, peut-être plus librement à la fin de sa carrière théorique. Donc voilà, peut-être comment l'œuvre d'Aldo Rossi et de la tendenza va aussi influencer ces architectes juste un peu plus tard, le groupe d'après, qui vont développer des pensées, j'allais dire moins formelles, moins plastiques qu'un Aldo Rossi, qui va affirmer voilà cette... Merci Jean-Philippe pour ta question. Je pense qu'elle est très complexe et c'est très difficile de répondre en l'espace de peu de temps. Donc je peux juste dire que en fait là ce sont des champs vraiment très différents. Cacciari interagit dans les années, surtout dans les années 70, 80. Moi j'étais étudiante dans les années 80 à Venise et en fait j'ai eu 3 années de suite Cacciari comme professeur et qui était vraiment le porte-parole de ce lien subtil entre forme et pensée cachée ou sens caché. Je pense que ces dialogues interdisciplinaires qui a eu une signification en Allemagne, une autre signification en Italie, est présent encore dans les années 80-90, mais avec des accents. Alors ce qui a été intéressant dans l'étude de la tendenza, c'est qu'au fond, pourquoi elle s'appelle tendenza? Bon, moi j'ai élargi vraiment, ça a été un positionnement personnel de définir autrement la tendenza par rapport à ce que à leur propre définition et à la définition des historiens de l'art ou des historiens de l'architecture tout court qui donne d'autres définitions de ce mouvement. Mais le propre de ce mouvement, c'est justement d'exprimer des tendances, de ne pas donner des réponses, d'exprimer des tendances où plusieurs disciplines, plusieurs individualités et positionnements personnels se retrouvent à partir d'un socle commun. C'est ça qui est intéressant. Oui, et pour compléter cette idée d'un socle commun, d'une complétude, même si finalement dans les spécialisations disciplinaires on n'est pas sur le même plan, je crois que cette chose-là, l'Italie et l'Allemagne l'ont en partie en commun. Là où c'est quelque chose qui peut-être se construit beaucoup plus tardivement en France. Okay. Merci. Est-ce que il y a des questions? Oui, j'ai juste une petite remarque, mais vraiment minuscule. C'est par rapport à ce détour
Donc, que vous avez évoqué, enfin surtout Alexandra, à propos de la réception et les chemins de la réception. J'évoquais tout à l'heure Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, la plupart, je pense, des gens qui ont eu accès à ces textes, c'était soit en italien, soit en allemand, soit en anglais. Et en fait, le détour par l'Italie pour Niklas Luhmann est... voilà, donc... et puis... je me disais en même temps que finalement ce détour c'est pas inintéressant, hein. Le principe du détour dans la réception c'est pas inintéressant parce que ça convoque aussi les chemins que vont, enfin les chemins, le cheminement, le chemin, voilà, c'est un engagement aussi, enfin par rapport aussi à cette sociologie des formes et à cette idée d'entrecapture que j'évoquais tout à l'heure, du lien que je faisais avec la sociologie de Zimmel. Voilà, c'est pas direct. C'est aussi intéressant de voir, si on voulait faire aussi un peu une sociologie, de voir qui entreprend, on évoquait les marches tout à l'heure, qui entreprend ce type de cheminement, et qu'est-ce que ça provoque comme rencontre. Et effectivement, même les éclipses que tu évoquais, c'est aussi des informations sur la France, ces éclipses, voilà, ou sur d'autres, ou sur des moments de l'histoire, etc. Donc ouais, je trouve que c'est aussi ce qui rend la question de la réception très intéressante. Hein. Surtout quand il s'agit d'une réception qui n'est pas dominante, où il va de soi que tout le monde passe par là, c'est une obligation, etc. Donc voilà, un commentaire au passage. Oui, je voulais juste, avant de partir, vous remercier déjà pour votre intervention, et je trouve effectivement qu'on touche du doigt une vraie question, la question de la sémantique en fait, et des traductions, et effectivement cette perte, et à la fois, je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, sur la capacité via la traduction de prendre conscience finalement, et cette distance par rapport à la dimension culturelle finalement, et l'acte de bâtir traduit aussi cette divergence culturelle, mais qui fait aussi cette force, et qui fait que finalement l'architecture ou l'urbanisme manipule tout ça, toute cette dimension culturelle, tous ces actes manqués aussi, et rend du coup difficile dans l'interdisciplinarité d'en avoir une lecture finalement limpide. Voilà. Pour autant, je pense qu'effectivement ça ouvre des vraies questions, et ces questions-là, je les ai aussi touchées du doigt en posant la question des programmes, et comment les programmes, même dans leur forme littéraire, induisent déjà des formes et des espaces. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci. Alors, on va Une dernière question peut-être. Je vais me déplacer. Dernière question alors. Il faut que tu sois le gestionnaire du temps autoritaire qui s'est refait. Dernière question. Oui, alors c'est encore sur Simmel et Strasbourg. Bon, et quelque chose qui a été terrible quand même. 14 mars 1914. Il emménage 17 rue de l'Observatoire. La guerre, c'est quelques mois plus tard. Quand il arrive, il est contacté, autrement dit, les choses auraient pu être différentes, par Stadler, Ernst Stadler, poète, et qui parle de cette rencontre avec Chiclé. Et ils avaient un projet qui était d'enrôler d'une certaine manière Simmel pour créer une association dans laquelle on concevrait l'Alsace comme un pont, la culture Alsace comme un pont entre la France et l'Allemagne. Bon, inutile de dire que la déclaration, donc l'entrée en guerre, rend tout ça
caduque, et Stadler, malheureusement pour lui, Simmel d'ailleurs dans son courrier en parlera encore de Stadler. Oui. Bon, Stadler est tué, je ne sais plus quand exactement, en 14 ou en 15, dans les Flandres, je crois. Et je dis déclaration de guerre qui est terrible pour une autre raison, enfin, et entrée en guerre surtout. Simmel avait consacré en 1913 un article à Bergson. Bergson lui répond en le remerciant, je cite là, « Je suis sûr que vous avez à Strasbourg plus de loisirs qu'à Berlin, tant mieux pour la philosophie. » Bon, mais on est de nouveau en 1914. Je veux dire que il n'y a pas la guerre, je pense que quelque chose d'autre pouvait tout à fait se développer. La guerre éclate. Simmel écrit un de ses plus mauvais articles à mon avis, parce qu'il faut aussi parler de certaines choses. Il parle du cynisme de Bergson. Bergson avait condamné l'entrée des Allemands en Belgique, donc contre la neutralité, voilà. Et c'est la rupture totale. C'est la rupture totale. Bergson répond, bien entendu, on comprend. D'ailleurs pas plus aimablement. Bon, Durkheim, si vous voulez prendre un autre, disons, attaquera l'Allemagne aussi sur des points qui sont peut-être pas les plus intéressants. Bon. Mais ce qu'il y a de terrible, et pour moi ça a été quelque chose d'impensable, d'une certaine manière. Comment des individus qui se traduisent, qui ont de l'estime, Bergson, Simmel. Bergson a contribué à faire publier les mélanges de philosophie relativiste. Simmel s'emploie à faire publier Bergson. Du jour au lendemain, ces gens se détestent. C'est terrifiant. Cette rupture. Alors, encore une petite précision, mais je crois que il n'a pas été bien reçu par la bourgeoisie, je dirais, alsacienne, mais du côté de certains... Alors, là, Stadler, on était plutôt du côté germanophile, je dirais. Avec Pierre Bucher, on était du côté francophile. Et du côté de Pierre Bucher, il s'agissait de créer une université autonome à Strasbourg qui aurait fait venir, grâce à Simmel, des personnalités françaises. Tout ça... qui était, disons, tout à fait passionnant, et évidemment tombé à l'eau, en même temps qu'un autre projet simélien, qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps, c'était qu'il y ait des liens entre les universités de Strasbourg, de Fribourg et de Heidelberg. Bon, là, c'est une période, et je crois que c'est un peu ce qui... voulait aussi être... ça correspondait bien, je veux dire ça, à l'exposition et au dictionnaire. Je pense parce que quand on parle de l'exposition, il faut aussi parler du dictionnaire culturel de Strasbourg, qui essaye de bien montrer comment cette métropole a pu peut-être être un laboratoire d'Europe, mais à certains moments ne l'a pas été non plus pour des raisons là qui dépassaient évidemment les volontés de la municipalité ou liées à la géopolitique.